12e épisode de notre grande série consacrée aux paysans bretons pendant la Première Guerre mondiale. Après avoir évoqué la défense de Verdun lors de notre précédent épisode 11, reprenons cette défense là où nous l'avions laissée en commençant cette fois-ci par le 1er juillet 1916. Pour soulager les combattants de Verdun, la bataille de la Somme est déclenchée précisément le 1er juillet 1916, à 7h30 du matin, sur un front d'environ 35 km, avec environ 500 000 Français et Anglais d'un côté et 500 000 Allemands de l'autre. Combat perdu d'avance, car si beaucoup émettent des réserves sur le général Joffre, c'est qu'ils ne connaissent pas le général anglais Haig, aussi stupide et entêté que son prédécesseur le général French. Nous avons vu lors de l'épisode 9, avec la bataille de Chanteclair du 9 mai 1915, qu'une préparation d'artillerie avant l'assaut ne faisait pas peur aux Allemands, ceux-ci étant intelligemment retranchés dans leurs abris. Avant l'attaque du 1er juillet 1916, artilleurs anglais et français vont déverser pendant une semaine, jour et nuit, des millions de buts. En vain, car lors de l'offensive, les soldats avancent au pas de consigne. Ils n'ont ni le droit de ramper, ni de se coucher, ni d'utiliser les éléments du terrain. Les mitrailleuses allemandes vont s'en donner à cœur joie. Ce qui cause le plus de morts dans la guerre de 14, c'est l'artillerie. Et après, ce sont les mitrailleuses. Et puis après, bon, les grenades et tout ça. On fait la guerre avec les fusils, bien entendu, mais c'est pas ça qui est le plus meurtrier. Même s'il y a 1000 hommes avec 1000 fusils, c'est moins qu'une mitrailleuse qui tire 400 cartouches. Le 1er juillet 1916, pour les Anglais, ressemble au 22 août 1914 côté français, car il constitue le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique, avec plus de 20 000 morts en une journée. En une journée. Bilan de cette première bataille de la Somme, le 18 novembre 1916, 272 970 tués côté anglo-français, 170 000 côté allemand. C'est-à-dire plus de morts en 2 fois moins de temps que pour la défense de Verdun, et tout cela pour un gain territorial minime. Pour en finir avec cette bataille de la Somme, qui verra l'apparition des premiers tanks en septembre 1916, c'est l'occasion de parler de mon arrière-grand-père Jean Carreau, car il se trouve avec le 3e régiment d'artillerie coloniale dans la Somme. Dès début juillet, le village de Bellois-en-Santerre a été conquis et son régiment a activement contribué à ce succès. Néanmoins, Jean Carreau n'a pas le moral. Il a déjà perdu 3 cousins germains en 1915, un 4e suivra en 1918. Il partage tristement le sort des chevaux de trait qu'il est chargé de mener pour acheminer canons et munitions. Soit dit en passant, l'artillerie causera 80% des pertes dans ce conflit. Par ailleurs, on meurt beaucoup moins dans l'artillerie que dans l'infanterie, ce que vont nous expliquer Jacques Tarot et Laurent Guimot. Les pertes des régiments d'artillerie n'ont aucune mesure. Enfin, c'est de l'ordre de 10 à 20 fois moins, quoi. Certains régiments d'artillerie ont beaucoup pris, ils étaient trop près d'une manière générale ou qu'ils n'ont pas pu réagir. Les artilleurs sont un petit peu épargnés. Ce qui est vrai, mais ils ne sont pas tués de la même façon. Eux, ils sont tués plutôt par les gaz. Parce que les canons sont souvent 5, 6, 8 km derrière les lignes. Et c'est difficile de les repérer. Donc ils ne peuvent être repérés que quand ils tirent la nuit, parce qu'à ce moment-là, on fait des visées pour les repérer. Et le jour, on tire dans cette direction-là en espérant tomber dessus. Mais c'est toujours... Les tirs de contre-batterie, c'est vraiment... c'est un peu du hasard, hein. Même si on a des cartes très précises, souvent les canons sont placés à contre-pente. Donc il faut que les obus soient plongeants et pas en tir tendu. Donc effectivement, ils sont... Et puis dès qu'on commence à leur tirer dessus, eh bien, ils abandonnent leurs pièces, ils vont se cacher dans des cagnins qui ont été creusés au moment de l'installation de la batterie. Et donc, ils sont protégés par les tirs directs. Par contre, ils reçoivent des obus à gaz. Là, c'est beaucoup plus difficile parce que, bien sûr, les gaz vont partout et ça les rend vraiment vulnérables. Avant de passer de l'enfer de la Somme à celui de Verdun, examinons très brièvement ce qui se passe à l'arrière pour un soldat qui n'est plus en état de combattre. 2 juillet 1916,
Anche-Queray écrit à son frère Victor, ainsi qu'à ses parents. Il est toujours à la Poudrerie nationale de Toulouse. Ces 2 cartes postales figurent parmi les milliards de correspondances échangées au cours de ce conflit. Passons maintenant à la défense de Verdun, commencée le 21 février 1916. Elle se divise en 3 phases. La première, avec l'attaque allemande, jusqu'au 5 mars. La deuxième, qui va se prolonger jusqu'au 2 septembre et qui est qualifiée guerre d'usure. Et la troisième, enfin, qu'on appelle la contre-offensive française. Jean Doré, pendant la guerre d'usure, a combattu à Chattancourt, aux côtés du 48e régiment d'infanterie de Guingamp, lui aussi, toujours mis à forte contribution, toujours dans les coups durs, avec exposition maximale. Pour le 48e régiment d'infanterie de Guingamp, dont firent partie Pierre Veillon, Pierre Chapin et Anche-Queray, avant qu'ils ne soient transférés dans d'autres unités, le martyre continue. Pour preuve, cet émouvant témoignage de Jean Eustache dans son livre intitulé « Brancardier à Verdun ». Le 12 août 1916. Une section du 48e est avec nous. Ils ont touché des vivres de réserve pour 6 jours. 6 jours à crever de faim. 30 biscuits à 5 pour 1 jour. Ça et un peu d'eau. Ils sont là pour les attaques. Ils se forment. C'est la 3e fois qu'ils viennent ici. Il y a de quoi perdre la tête. S'ils s'en sauvent une fois, quand le régiment est reformé, ils vont de nouveau dans l'enfer. Bref, c'est le sacrifice devant lequel on ne peut reculer, auquel on n'échappe pas. Je me suis terré dans mon abri, comme un chien malade, à l'idée de voir partir ces pauvres gens de Bretagne. Et si j'avais osé, je les aurais embrassés tous. J'avais une envie de pleurer. Je comprends maintenant pourquoi on les a fait monter avec des vivres de réserve et sans sac. C'est trop. Voilà des gars qui ont fait la côte 304 et autres, et qui vont claquer demain matin devant Fleury. Nous sommes menés par une bande d'assassins. Après-demain, le communiqué dira « Nous avons légèrement progressé en avant de Fleury ». Je sais pas ce qui me retient de passer chez les Boches, à cet instant même. Pierre Chapin ne va pas tarder à les rejoindre dans le Pandémonium de Verdun. Le 30 août, son régiment est ramené en camion et poussé le 1er septembre au nord-est de la côte 344. Il y subit des bombardements continus, en partie par les obus toxiques. Et voici venu le moment d'évoquer l'arrivée des premiers masques à gaz qui vont remplacer les mouchoirs, utilisés jusqu'alors faute de mieux. Et cela, 1 an après la première apparition des gaz de combat à Ypres en avril 1915. Oui, les gaz arrivent en 1915, ils arrivent assez vite. Hein. Et à Ypres, c'est un tournant de la guerre. Hein. C'est vraiment un tournant de la guerre parce que ça oblige les états-majors à anticiper les stratégies, à équiper les régiments avec des masques à gaz et qui deviennent de plus en plus performants, mais qui sont impossibles à supporter pendant des heures et des heures. Si un bombardement dure 4 heures et si on respire dans un masque à gaz pendant 4 heures, c'est insupportable. D'abord parce qu'on ne voit plus rien, il y a de la buée, on ne sait pas où on est, il y a ce bruit, et puis c'est angoissant. C'est-à-dire qu'on sait que si jamais il y a une fuite, quelque chose, on va mourir. Donc, non, les gaz, ça provoque des paniques. Hein. Il y a beaucoup de soldats qui meurent après la guerre des suites d'avoir été gazés. Le 2 octobre 1916, l'ennemi déclenche sur les positions du 47e de Saint-Malo un feu d'une violence inouïe. Puis attaque. Le 47e et Pierre Chapin contre-attaquent à leur tour et rétablissent la situation au prix de fortes pertes. Fortes pertes qui ne sont pas précisées dans l'historique du régiment. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1916, les Allemands attaquent cette fois-ci au lance-flammes, etc., etc. Pierre Veillon, quant à lui, enchaîne les combats autour de Vaux, de la tranchée de Montbrison, du ravin de la Mort et aussi de Fleury. Fleury, un des 9 villages aux alentours de Verdun, entièrement rayé de la carte. Près de 4 millions d'hommes se sont battus aux alentours de Verdun. 163 000 sont morts pour la France, 143 000 Allemands pour le Deuxième Reich. 23 millions d'obus ont été tirés côté français, 30 millions côté allemand. Après 300 jours de combat, la défense de Verdun se termine le 18 décembre 1916.
car après une pluviosité exceptionnelle, tout particulièrement pendant la deuxième quinzaine de novembre, avec des pluies glaciales, s'annonce un des hivers les plus terribles que le XXe siècle ait connu. Cette guerre est interminable, alors si en plus le climat s'en mêle. Et pour nourrir cette guerre, il faut toujours plus de technologie et toujours plus d'hommes. Le 1er septembre 1916, Louis Queuret et Pierre Toudic de Saint-Laurent-Plémy sont envoyés à leur tour. Vont-ils rejoindre tous ces morts que pleurent parents, veuves et enfants de la commune de Plémy ? Eh bien, vous le saurez dans notre prochain épisode consacré à l'année 1917.